Et tout de suite, André Berkoff reçoit Najwa El Haïté, adjointe au maire d'Evry, chargée de la culture et auteur de ce livre Laïcité et République, qui est paru aux éditions L'Harmattan. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Alors Najwa El Haïté, bonjour. Écoutez, j'ai reçu et lu votre livre Laïcité et République, et évidemment, vous ne pouvez pas tomber mieux. Enfin, c'est un problème qui nous occupe depuis très longtemps. Et c'est bien, vous êtes adjoint, j'ai lu, vous êtes docteur en droit public, vous êtes militante associative et vous êtes actuellement adjointe au maire d'Evry-Courcouronnes, c'est bien ça? Exactement. En charge de la culture. C'est ça. Et vraiment, d'ailleurs, vous avez fait un livre important, un livre qui est plein de références aux éditions L'Harmattan. Et j'ai envie de vous demander d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé, effectivement, de cette polémique autour du voile, qui, moi, m'a rappelé la polémique il y a 30 ans, avec l'affaire du foulard de Creil, où avaient commencé déjà ces histoires, effectivement, de voile, de qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne faut pas faire, à l'époque, on avait Beauté en touche, je ne vais pas raconter l'histoire avec Jospin et compagnie et Chevière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe vraiment? Quels sont les enjeux? Parce qu'on sent que ça devient, les uns disent oui, les musulmans sont opprimés, persécutés, chosifiés, les autres disent non, c'est une tentative politique d'islamiser la France. Je prends des extrêmes à chaque fois, mais au fond, comment, effectivement, vous voyez ce problème? Bon, déjà, merci pour l'invitation. Ça part d'un buzz, quand même, d'un élu du Rassemblement national. Ouais. Qui a été, il faut le reconnaître, dans la provocation, mais venant du Rassemblement national, rien ne m'étonne, sachant que le Rassemblement national a toujours instrumentalisé la laïcité pour pointer du doigt une religion, donc l'islam. Ensuite, concernant la polémique qui s'en est suivie, j'allais dire, c'est une polémique qui revient sans cesse. Ouais. Vous parliez en effet des affaires de Creil en 89. Je ne suis pas étonnée que ça revienne, puisque souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que cela, un ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, interdisait par le biais d'une circulaire le port de signes ostensibles par des accompagnateurs ou accompagnatrices de sorties scolaires. Ouais. Là, le Conseil d'État est intervenu en 2013 dans le cadre d'une étude qui fait autorité et qui revient sur cela et qui permet à des mamans, puisqu'on parle de mamans, accompagnatrices de sortie scolaire, de porter un voile, on va dire les choses telles qu'elles sont. Alors, mais est-ce que, excusez-moi, oui. je vous arrête parce que vous disiez que effectivement le Rassemblement national instrumentalise effectivement pour ses raisons à lui telle ou telle campagne. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'autre côté aussi, et sans renvoyer dos à dos bien sûr, une instrumentalisation de la part de certains mouvements, soit rigoristes, etc., en disant, et on l'a vu avec le Conseil français du culte musulman ou Dalil Boubaker qui disait, et il y a la polémique, le voile est effectivement un signe religieux que les femmes doivent porter, et d'autres, tout aussi connaisseurs de l'islam, dit, dans le Coran, il n'y a aucune injonction que les femmes doivent porter le voile. Déjà, dites-nous là-dessus, oui. Parce qu'on part sur des choses, et chacun, que ce soit des islamistes radicaux ou autres, chacun essaie d'instrumentaliser cette histoire pour ses propres convictions. Alors là où vous avez raison, c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation du Rassemblement national concernant ces questions, mais également de mouvements qui prône l'islam politique. On ne va pas s'en cacher. Donc ça, c'est bien réel. Ensuite, on parle du culte musulman. Oui, il y a différentes interprétations concernant le voile. Comme dans toutes les religions. J'ai mon interprétation que je vous donnerai. Oui. Mais oui, il y a différentes interprétations. Mais donnez-la moi, c'est intéressant. Oui, pour ma part, j'estime que le voile n'est pas une prescription religieuse. J'ai en effet écouté les propos du Conseil français du culte musulman qui dit que ça l'est.
déjà en termes de légitimité, je pense qu'ils n'ont pas de légitimité à, j'allais dire, être catégoriques sur cette question. C'est ce que dit Khaled Bencher, par exemple. Je rejoins Khaled Bencher sur cela. Et j'allais dire le problème, non, c'est un constat. Le culte musulman n'a pas de clergé, donc il n'y a pas une hiérarchie. Dans l'islam sunnite, vous n'avez pas de clergé. Et donc, ce qui est clair, c'est que face à cela, eh bien, vous avez différentes interprétations du texte sacré qui est le Coran, mais aussi les hadiths. Donc moi, pour ma part, le voile n'est pas une prescription religieuse. Un Français de confession musulmane est au courant des 5 piliers de l'islam. Et donc, moi, je m'en tiens comme un certain nombre de musulmans à ces 5 piliers-là. C'est ça. Très bien, au moins ça a le mérite et de la clarté et de la franchise. Mais dites-moi alors, comment faire aujourd'hui? Alors vous êtes à Évry-Courcouronnes, effectivement. Comment faire? Parce qu'on sent très bien que de part et d'autre, et même si laissons de côté les instrumentalisations ou les gens qui veulent faire de l'électoralisme ou de la politique, comment calmer le jeu? Comment vous, d'abord votre expérience à vous, puisque ça fait quelques années que vous êtes dans les associations et là-dedans. À votre avis, comment faire que, je ne dis pas que tout se règle, etc., mais qu'on sente un peu d'apaisement devant une France crispée comme ça, en voie de je ne dis pas de partition, mais presque. La solution et la réponse, j'allais dire, c'est le dialogue. Je le vois à Évry-Courcouronnes, les différents maires d'ailleurs qui ont occupé cette fonction-là ont prôné le dialogue interreligieux. Et je vous avouerai que dans notre ville, ça se passe vraiment bien. Il y a un dialogue entre l'imam de la ville, mais également l'évêque, et tout cela avec un esprit d'ouverture et de tolérance. Ce qui permet aussi de lutter contre les préjugés aussi. Souvent, des habitants nous disent, des Français de confession musulmane nous disent, mais en fait, l'islam, c'est un instrument contre la religion musulmane. Ils le perçoivent comme cela. Alors, l'islam, c'est-à-dire l'islam politique, vous voulez dire? Non, l'islam, des habitants estiment que la laïcité est instrumentalisée contre leur religion. Oui, parce que vous avez dit l'islam, c'est pour ça. La laïcité, la laïcité est contre l'islam, quoi. Exactement. En fait, c'est ça. Ils estiment, on a échangé avec, puisqu'il y a ce dialogue qu'on a instauré, avec un certain nombre d'habitants, et là, il a fallu rassurer. La ville d'Évry-Courcouronnes a notamment organisé, j'allais dire, des conférences sur cette thématique où des habitants étaient invités. D'ailleurs, ils étaient très, très nombreux. Et là, les habitants sortaient de ces réunions vraiment rassurés. Vraiment rassurés. Mais cette formation ne s'est pas limitée qu'aux habitants. Il y a aussi auprès des agents publics, parce que là, il ne faut pas nier aussi les difficultés rencontrées, les problèmes. Il y a des agents du service public, et là, c'est la loi. Le principe de neutralité s'impose à eux. Eh bien, il y a des agents du service public qui l'ignorent. Et donc, il a fallu pas serrer la main des femmes, ou s'asseoir sur un siège qu'une femme a occupé, etc. Voire même qui font du prosélytisme. Et donc là encore, il a fallu rappeler la loi, tout simplement. Donc nous, on est dans cette démarche où je vous avouerai que ça marche plutôt bien. Et donc ma réponse... vous restez ferme sur la loi? Ah oui, vous restez ferme sur la loi. Extrêmement ferme. C'est pas l'ancien maire d'Évry, Francis Choix, et Stéphane Baudet, le maire actuel, qui diront le contraire. Il y a une vraie continuité sur cette question-là où il y a du dialogue, mais il y a aussi de la fermeté. Et quand je dis de la fermeté, je vais vous citer un exemple concret. On a découvert des écoles coraniques hors contrat. Et main dans la main, la ville d'Évry, puisqu'il n'y avait pas encore la fusion, main dans la main, le maire d'Évry avec le préfet, ont fermé ces écoles-là. Puisqu'on ne sait pas ce qui est enseigné dans ces écoles. Et vous voyez des petites filles, et ça aussi c'est une réalité, on rencontre des petites filles de 7-8 ans complètement voilées. Oui, ça c'est quand même hallucinant. Et quand on parle de libre arbitre par rapport au voile, un enfant, une fillette de 7-8 ans, où est le libre arbitre ?
Bien sûr. Non, mais vous avez tout à fait raison. Parce que quel est le choix pour... Enfin, c'est pas à 6-7 ans qu'on a le choix, effectivement. Mais effectivement, et là, c'est une... Disons que c'est une position ferme. En tout cas, c'est bien que vous l'ayez, parce que dans certaines villes, on va pas citer, c'est pas tout à fait la même chose. Mais apparemment, là, vous en êtes tenu. Et en fait, vous faites beaucoup de réunions, toujours des explications, vous faites, c'est-à-dire, les gens, par exemple, quand ils vous disent, oui, la laïcité, effectivement, oui, mais ça veut dire que la religion, effectivement, n'entoure pas ma vie. Alors, pour les gens très pieux, ils pensent que la religion, c'est toute leur vie, du matin au soir et du soir au matin. On le sait, oui, vous avez raison, il faut leur rappeler que la loi civile l'emporte sur la loi religieuse. Et il ne s'agit pas d'être anti-religion. Voilà, il s'agit, on est dans une république une et indivisible qui respecte toutes les croyances, d'ailleurs même ceux qui ne croient pas, et donc il s'agit d'être ferme là-dessus. Y compris les athées. Exactement, parce qu'on a tendance à les oublier, mais il y a aussi des athées, des agnostiques, et donc il s'agit de vivre ensemble, tout simplement. Mais alors, comment faire? Parce que devant les extrémistes de tous bords, mais mettons les extrémistes religieux, qui vous disent, par exemple, il n'est pas question qu'un musulman puisse se frayer avec un mécréant, il n'est pas question d'apostasie, il n'est pas question de ceci, cela. Je parle des extrémistes. Je sais que la majorité ne sont pas du tout sur ce plan-là. Mais est-ce que c'est un combat de tous les instants? Et expliquez-moi pourquoi, à votre avis, Najwa El Haïty, vous le racontez dans votre livre que je recommande, mais je voudrais vous l'entendre dire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans, ces problèmes n'avaient pas du tout ni cette ampleur, ni je dirais, cette acuité? Qu'est-ce qui a transformé? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un problème aujourd'hui dont on parle pratiquement tous les jours? C'est vrai qu'il y a 20-30 ans, il n'y avait pas autant de revendications identitaires. Moi, je me souviens à l'école, on ne parlait pas de menu halal, tout le monde trouvait son compte et tout le monde avait des repas équilibrés. On ne parlait pas non plus de religion dans les cours d'écré. Et là, le constat, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui, dans les cours d'écré, parlent de religion. Alors, comment expliquer ça? Chez certains jeunes, il y a une recherche de sens. Ça, c'est une réalité. Ils cherchent leur identité à eux, où ils sont. Voilà, quand vous êtes entre deux pays, oui, il y a une recherche de sens, il y a une recherche également de trouver sa place au sein de la République, et sans faire de la victimisation. Et là, je parlerai de ce qui se passe en banlieue. Vous avez des quartiers où il y a quand même 30 à 40% de chômage. Et donc, vous avez des jeunes qui ne trouvent pas leur place au sein de la société, de leur société. Hein, je vais dire au sein de la société française, mais au sein de leur pays. Et donc, il y a une recherche de sens, de repères aussi. Il y a une recherche de repères. Et donc, il y en a qui trouvent ces repères et ce sens dans la religion. Et peut-être dans la radicalisation et aussi. La radicalisation, d'un certain côté. Ce qu'on ne comprend pas, mais on va en discuter, on va rester en discuter avec vous, Najwa El Haïty. La chose, c'est que vous savez, d'un côté, je parle des gens qui sont en dehors, ils se disent, mais on a dépensé des milliards d'euros dans les cités, dans les banlieues. C'est vrai, c'est pas que ça a été abandonné. Ça a été moins abandonné que la Creuse ou que la Lozère. Et en même temps, il y a cette espèce de dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, et on va en parler tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas eu un surcroît de victimisation? Et je ne parle pas seulement pour ça. Est-ce qu'on a parlé beaucoup des droits? Est-ce qu'on n'a pas parlé assez de devoirs? Oui, je le pense. Oui, je partage cet avis. Il y a eu, et vous le rappeliez justement, des milliards d'euros qui ont été dépensés en politique de la ville. Après, vous avez, et il faut le reconnaître, certains quartiers, je dis bien, des ghettos où vous avez des quartiers ethniquement homogènes. Et c'est ça. Enfin, il faut lutter contre cela. Ouais. Quand on parle de vivre ensemble, c'est aussi casser ces casser les ghettos. Et certains disent oui, mais la mixité sociale, c'est une utopie. Eh bien, moi, je reste attachée, j'allais dire, à cette utopie. Najwa El Haïty, on va en parler. On reste rester avec nous. C'est passionnant. On va en parler ensemble avec les auditeurs de Sud Radio. Oui, parce que tout de suite, c'est le top départ pour prendre la parole. Un seul numéro, 0826 300 300. Appelez-nous. Vous avez la parole dans l'émission d'André Berkoff dans quelques instants.
Laïcité, République, est-ce que ce sont des mots qui parlent toujours bien ensemble ou pas? Najwa El Haïté a écrit un livre passionnant que je vous recommande, qui s'appelle Laïcité République, l'Harmattan. Et je dois dire que sur cette couverture, elle a mis un très beau... ça s'appelle Coexiste, mais alors le C, c'est le croissant musulman, OE, et puis existe le X, c'est l'étoile de David, IS, et puis le T, c'est la croix chrétienne. Voilà, les trois religions monothéistes ensemble qui coexistent. En tout cas, c'est un bon programme, le croyez-vous? Auditeurs de Sud Radio, on vous attend. Et on accueille tout de suite Max qui nous appelle de Castres. Bonjour Max. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Voilà, donc je vais intervenir de manière un petit peu globale. Oui. En fait, je suis assez exaspéré par tous les événements et toutes les situations qui font du communautarisme des divisions supplémentaires. Et ce qui m'exaspère le plus, c'est l'attitude de nos dirigeants. Oui. Parce qu'en fait, je demande à un chef d'entreprise ou à un dirigeant une seule qualité, une seule et pas une autre. C'est d'être conséquent. Oui. Et aujourd'hui, l'inconséquence est au pouvoir. Et sans aller chercher à savoir si un tel détient la vérité ou bien si la vérité est ailleurs. Je rappelle d'ailleurs un proverbe persan qui dit que la vérité est un miroir tombé des mains de Dieu et brisé en 1000 morceaux, de sorte que chacun qui en découvre un morceau pense détenir la vérité tout entière, dont je ne la détiens pas non plus. Par contre, je demande aux gens d'être conséquents. Et je ne peux pas accepter d'être dirigé par des gens inconséquents. Cela vaut pour tous les sujets. Voilà, c'était mon intervention. Merci, monsieur. Très bien, merci Max. Je suis, on ne peut être que d'accord avec vous, effectivement. Mais je crois que ces dirigeants-là, malheureusement, et quels qu'ils soient, de gauche ou de droite ou d'ailleurs, pêchent aussi beaucoup par manque de courage. Et c'est le manque de courage qui fait qu'on n'est pas, on est dans la situation où on est aussi beaucoup. Et Christophe a composé le 0826 300 300. Christophe qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Oui, bonjour Christophe. Bonjour André, rebonjour à Clémence et mes respects à votre invité. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et très rapidement, parce que mon intervention ne sera pas sur ce point-là, je tiens à vous dire, madame, que les musulmans ne sont pas une menace pour la République française. Et je tiens aussi à dire, et je fermerai la parenthèse, que le voile des religieuses en France, c'est une émanation du très ancien rite du dieu Vesta, qui était le dieu du feu. Et ça n'a rien à voir avec les argumentations et arguties qu'on peut entendre sur le voile. Le voile n'est pas un objet de culte. Maintenant, je veux venir à l'intervention sur les oublis de monsieur Mélenchon. Oui. Moi, j'ai vécu en Allemagne. Oui. J'ai vécu à Francfort. Oui. Et j'avais des obligations qui faisaient que j'allais à Dresde, à Leipzig et ailleurs. À RDA. Donc, oui. Voilà, l'ex-RDA. C'est ça, oui. Alors, là, comme actuellement, avec la crise dite des Gilets jaunes, les centres urbains, et notamment Berlin, étaient, très heureux, enthousiastes de rejoindre la réunification. Ouais. Et là, c'est indéniable. Oui, en revanche, oui. les gens qui étaient donc dans les campagnes, dans la Poméranie, c'était autre chose. Mais ça n'a jamais été une annexion. Pourquoi ? Parce que le couloir de Danzig est resté polonais. Ouais. Et donc, monsieur Mélenchon, soit c'est un ignare, ce que je crois pas trop, soit c'est un falsificateur. Oui, en tout cas, vous avez, enfin, moi, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Je connais beaucoup moins l'Allemagne que vous, mais je suis allé au moment de la chute du mur. J'y étais, j'étais en reportage, et j'ai vu l'enthousiasme, en tout cas, d'un certain nombre de gens de l'Est qui étaient très heureux de rejoindre, effectivement, l'autre. Non, je crois que, vous savez, Mélenchon, c'est un peu comme au Venezuela. Il prend ses désirs et ses rêves de gauchiste pour la réalité. Et malheureusement, la réalité revient comme un boomerang, comme vous le savez. Il façonne son histoire parce que ce qui est important, c'est de croire et de faire croire. Ouais. Ça, c'est pas bien pour un leader politique que d'appuyer son message sur du mensonge. C'est pas bien. Et je le dis, attention, faut bien se dire une chose, je ne suis pas
un anticommuniste primaire. Non, non, mais Pas du tout. mais oui, Mais je n'aime pas les menteurs. Voilà. Eh bien, vous n'avez pas tort, effectivement. Merci Christophe. Et vous êtes très nombreux à nous appeler au standard. Vous composez le 0826 300 300 et tout de suite on accueille Sonia qui nous appelle de Fresnes. Sonia, bonjour. Oui, bonjour. On vous Allô écoute, Sonia. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour. Je rebondis sur la dame qui parlait que des ghettos, qu'on avait mis les gens dans des ghettos et que voilà, ça excusait un peu leur façon de vivre. Moi, j'ai vécu dans une cité, voilà, j'y suis toujours. C'est trop facile. Et en plus, aussi, il faut poser la question des gens qui habitent dans ces ghettos. Souvent, quand on leur pose la question, quand on discute, on s'aperçoit qu'ils se plaisent. Sous l'immigration qui est arrivée il n'y a pas longtemps, ils se plaisent à vivre entre eux. Et et les faire habiter dans des résidences entre guillemets chic avec une communauté à forte concentration gauloise, ils ne s'y plairaient peut-être pas parce que en fin de compte le fait de vivre dans des cités avec des gens de leur communauté, ça les rassure. Il y a un espèce de ils s'entraident entre eux et en fin de compte ils s'y plaisent. Donc après, je dis la majorité des gens, mais pour beaucoup. Donc souvent, les journalistes, les bien-pensants, les stars les gens du showbiz tapent sur les différents. De toute façon, ceux-là, comme vous le savez, Sonia, ils ne vivent pas dans les cités, hein, loin de là. Voilà. Et donc souvent on tape sur les différents gouvernements. Moi je suis donc pour aucun gouvernement. On tape sur les gouvernements en disant on les a mis dans des ghettos, on les a mis dans des ghettos. Mais il faut poser la question à ces gens-là. Parce que ils s'y plaisent souvent pas. Alors, c'est Sonia, un bien grand mot, ils s'y plaisent. Mais... J'ai bien compris. Écoutez, on va demander justement à Najwa El Haïté ce qu'elle en pense. Sonia dit, mais attendez, au lieu de dire oui, le ghetto, c'est pas bien, mais effectivement, est-ce qu'on ne se retrouve pas, d'ailleurs pour de bonnes raisons, quelquefois, dans une certaine communauté avec ses valeurs, sa vie quotidienne, ses habitudes, ses us et coutumes Je ne généraliserai pas. Hein. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y en a, ça les rassure de se retrouver entre eux, avec les mêmes codes. Mais il y en a d'autres, au contraire, qui veulent échapper à ça. Et ça, c'est une réalité. Et qui souhaitent, d'ailleurs, quand ils le peuvent, eh bien, ils quittent le quartier où, pour le coup, je l'ai vu de mes yeux, où là, on peut parler vraiment de ghetto ethnique. Vous voulez dire que des gens de l'immigration qui n'ont pas envie de rester dans cet endroit. Dès qu'ils le peuvent, et qu'il y a une émancipation, j'allais dire, sociale, ils quittent ces quartiers pour certains. Ils font le choix de quitter ces quartiers. Et donc, il ne faut pas généraliser. Moi, je fais très attention à généraliser... les on-dit, voilà. Non, je comprends, mais je crois que Sonia pose une vraie question, mais vous dites évidemment, et avec raison aussi, on ne peut pas évidemment enfermer tout le monde dans le même sac et dans la même étiquette, et il y a heureusement des diversités de ce point de vue-là, et ça c'est plutôt une bonne diversité. Et on retrouve maintenant Saïd qui nous appelle de Melun. Bonjour Saïd. Oui Saïd, bonjour. Bonjour. Bonjour André, bonjour Najwa. Bonjour Saïd. J'aurais voulu réagir par rapport à la problématique du voile qui, selon moi, en fait, c'est un débat un peu paradoxal parce que à partir du moment où on traite ça comme étant un instrument de la religion musulmane, on va dire, dans ce cas-là, la laïcité est censée protéger ça, autoriser ça. Si ce n'est pas ça n'a rien à voir avec l'islam, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on interdirait un comportement vestimentaire ? C'est la problématique qui paraît un peu absurde dans toute cette histoire du voile, c'est que dans les deux cas, en fait, il n'y a aucun intérêt à s'immiscer dans ce comportement-là, on va dire. Oui. Alors, non, je vais vous dire, votre question, et je vais laisser répondre Najwa El Haïté, votre question est tout à fait légitime. Le problème, si vous voulez, c'est que la laïcité, il ne faut pas oublier, parce qu'on dit toujours la laïcité protège effectivement les religions et les convictions religieuses de chacun. Mais la laïcité, et l'autre côté, on en parle beaucoup moins, la laïcité aussi, c'est de dire
à tort ou à raison, je ne sais pas, mais la loi sur la laïcité, c'est que les signes de religion, c'est dans le privé et pas dans le public. C'est-à-dire que tout signe ostentatoire, ou en tout cas de religion, doit rester. C'est selon la loi de la laïcité. N'oubliez pas que c'était la religion catholique à l'époque et qu'il y a eu des luttes extrêmement violentes et vraiment violentes en disant, attendez, la religion, c'est le domaine privé et pas le domaine public. Mais j'aimerais entendre Najouel Haïté là-dessus. Ce que dit Saïd, il dit, oui, mais pourquoi on ne laisse pas le voile, quoi? Déjà, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais il y a une limite à tout cela. C'est le prosélytisme. Et vous le disiez justement, dans l'espace public, il est toute personne qui souhaite porter un signe religieux en a le droit. C'est la loi de 1905. Mais la limite, c'est l'ordre public, il faut le rappeler. Et l'interdiction du prosélytisme. Et c'est ce qui fait qu'on peut vivre aussi ensemble. Voilà ma réponse. D'accord. Saïd, vous vouliez ajouter quelque chose ? Une dernière chose, il me semble que par rapport au prosélytisme, justement, la laïcité est là pour garantir l'équité entre toutes les religions. Et, sans prosélytisme, en fait, il n'y aurait jamais de nouvelle conversion à telle ou telle religion. Donc c'est absurde que la laïcité interdit le prosélytisme. Oui, et ça dépend évidemment comment c'est fait. Non, mais c'est une vraie discussion et une longue discussion. C'est une longue discussion. Je crois en tout cas que le problème il est posé. Moi personnellement, mais là je te parle à titre purement personnel, pour moi la religion est une affaire privée. Je veux dire que il faut revendiquer le droit de ne pas croire, le droit de changer de religion, le droit d'être ce que vous êtes. Et je sais que dans la religion musulmane, comme dans les autres religions, il y a une immense diversité. Croire que tout le monde est dans le même sac, ça n'existe pas et on le sait. Une dernière... Oui, on va prendre rapidement un dernier auditeur, parce que vous êtes très très nombreux à composer le 0826 300 300. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour, je voudrais simplement vous préciser une chose. C'est que personnellement, je ne suis pas croyant. Oui. Donc tout ce qui est signe religieux, comment je pourrais dire ça, me dérange. Voilà. D'accord. Je n'ai pas envie de vivre dans une société où tous les jours je croise principalement le voile, parce que c'est vrai que maintenant c'est ce qu'on remarque le plus, ou autre, ou un autre signe, ou une kippa. Mais... j'accepterais plus facilement une croix, parce que les origines de la France, elles ont été faites avec la chrétienté aussi, mais tout le reste m'ennuie profondément, me dérange. Voilà. Je voulais aussi rajouter qu'on a des hommes politiques qu'on mérite. Il est inutile, bonjour, de venir se plaindre d'un tas de problèmes lorsqu'on élit que des faibles. Un pays, pour être fort, a besoin de valeurs. Alors, je ne revendique pas le Front National ou ce genre de choses. Non, mais je comprends. Un pays a besoin, de cohésion, a besoin de se reconnaître dans des valeurs. Et la religion ne fait pas partie des valeurs qui peuvent souder un pays. Voilà. Jean-Paul. Du moins pas un pays comme la France. Eh bien, Jean-Paul, écoutez, c'est sur votre conclusion qu'on finira cette émission. Je voudrais remercier Najouel Haïté avec son livre remarquable, Laïcité République, publié chez L'Harmattan. Merci à vous, André Berkoff. On vous retrouve dès demain à midi dans Tout vous État, comme d'habitude. Et la journée continue avec les clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit aujourd'hui Nicolas Pagnol, le petit-fils du célèbre Marcel.